Bonjour et merci d'être de nouveau avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, puisque nous sommes en pleine campagne législative, qui, je vous le rappelle, commenceront le 12 juin avec le premier tour et le 19 juin avec le second tour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emma Chauveau, candidate du Rassemblement national à la députation sur la première circonscription de Charente-Maritime, La Rochelle-Île-de-Ré. Et pour changer avec notre invité, deux journalistes m'accompagnent, Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emma Chauveau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes candidate du Rassemblement national sur la première circonscription de Charente-Maritime. Donc vous briguez la place d'Olivier Falorni, l'actuel député. Avant de revenir sur le deuxième tour de la présidentielle, moi j'aurais aimé savoir qui vous êtes. Parce que, en fait, je crois que vous débutez quelque part en politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je m'appelle Emma Chauveau, j'ai 22 ans. Et donc j'ai grandi en Charente-Maritime et je suis actuellement étudiante en droit public. Donc j'ai déjà une petite expérience politique parce que je militais déjà lors des élections municipales en 2020, pour les élections départementales, puis pour les élections régionales avec Edwige Diaz. Donc là, c'est ma première candidature pour les élections législatives et donc c'est ma première candidature uninominale. Voilà. Et également, aujourd'hui, c'est la première émission dans laquelle je viens. Vous nous expliquiez tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, que vous étiez natif de Royan. Oui. Pourquoi ne pas vous être présenté sur cette circonscription, plus au sud dans le département, et sur la première, est-ce qu'on peut parler d'un parachutage ? Non, parce que des conseillers régionaux qui sont déjà ancrés dans les autres circonscriptions de Charente-Maritime étaient déjà investis pour ces circonscriptions-là, tandis que dans la première circonscription dans laquelle je me présente, le candidat précédent ne se présentait plus, donc il y avait un manque à combler. Il n'y avait pas de candidat en fait. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le RN ? Pour le programme, pour les idées qui correspondent aux miennes. On va tout de suite attaquer la présidentielle parce qu'on a un long chapitre sur les législatives. Vous êtes là forcément pour ça, nous expliquer un petit peu votre programme et comment vous voyez les choses sur la première circonscription La Rochelle-Île-de-Ré. Alors j'imagine que le résultat de la présidentielle a été une déception quelque part pour vous ? Non, pas vraiment, parce que ça a été le résultat d'une très bonne campagne qui a été maîtrisée. Le programme était bon. Il n'y a pas eu d'erreur dans cette campagne, en tout cas du côté de Marine Le Pen. Et donc les scores n'ont fait qu'évoluer depuis 2002 et 2017. Donc on est assez fiers de ce bon résultat. Comment analysez-vous cet échec sur ce second tour ? On aurait pu imaginer effectivement que Marine Le Pen l'emporte. De votre point de vue, qu'est-ce qui a peut-être manqué ? Sur quel terrain vous auriez dû jouer un peu plus pour franchir ces 51% indispensables pour être élu ? Le vrai problème, ça a surtout été la rediabolisation à outrance dans les médias dans les 15 derniers jours avant le deuxième tour. Donc je pense par exemple à l'Obs avec des titres dans la presse qui étaient choquants. Et aussi du côté Emmanuel Macron, beaucoup de fake news, de mauvaise foi. Pourtant, le soir du deuxième tour, lorsqu'elle a pris la parole, Marine Le Pen, elle semblait presque satisfaite de ce résultat. Est-ce qu'elle ne se considère pas plus dans un rôle d'opposant qu'un jour présidente de la République ? Non, pas du tout. C'est pas l'analyse que vous en faites, en tout cas. C'est pas l'analyse que j'en fais. Je pense que c'est une grande victoire parce que c'était un très bon score. Mais bien sûr, maintenant, nous serons un grand parti d'opposition à Emmanuel Macron. D'accord. On va se cantonner à votre tranche d'âge. On va prendre les résultats du deuxième tour. Donc, selon une enquête Ipsos Sofra Asteria pour Le Parisien, France Télévisions et Radio France, qui a été réalisée entre le 21 et le 23 avril, auprès de 4000 Français représentatifs dans la tranche d'âge des 18-24 ans, ce qui est votre tranche d'âge, 60% ont voté pour Emmanuel Macron. Comment vous analysez ce résultat ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire que les classes qui ont le plus voté finalement pour Marine Le Pen, ce sont les personnes qui sont dans la vie active, donc de 25 à 55 ans. Et donc, c'est les personnes qui ont le plus conscience des vrais problèmes des personnes actives qui ont voté pour Marine Le Pen. D'accord. Donc vous allez porter un message différent. Oui. Vous allez essayer de rassembler cette fameuse tranche d'âge qui a préféré voter Emmanuel Macron à 60%. Exactement. Je suis là pour apporter cette dynamique.
Et comment vous pouvez attirer plus de jeunes, enfin prendre les jeunes qui ont voté pour Emmanuel Macron pour les rapporter un peu au Rassemblement national? Vous avez des idées pour ça? Oui, d'ailleurs dans notre programme, il y avait beaucoup d'idées pour la jeunesse, dans les logements étudiants, pour aider les étudiants qui travaillent. Donc C'est votre milieu. on Alors, va continuer à soutenir ce programme. le milieu étudiant, c'est votre milieu. Est-ce que vous discutez avec vos collègues étudiants sur le campus à Poitiers? Je rappelle que vous étudiez là-bas. Oui, bien sûr, à Poitiers, mais également à La Rochelle, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'étudiants de La Rochelle, puisque j'étais déjà porte-parole de la campagne de Marine Le Pen pour la première circonscription. Est-ce que vous avez échangé avec eux au soir du deuxième tour? Avec ces jeunes? Oui, et surtout avant, en fait, lors de la campagne, Qu'est-ce que vous leur disiez? qu'on avait de bons projets pour la jeunesse, qu'on avait de vraies solutions à leurs problèmes, et qui n'ont pas été résolus lors du mandat d'Emmanuel Macron. Et eux, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Parce que c'est l'important aussi de voir les électeurs donc de cette tranche d'âge. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Quels étaient leurs ressentis par rapport à ce second tour et cette élection? Et ils ont eu beaucoup de problèmes lors de la crise sanitaire, des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes de santé mentale, donc ils avaient beaucoup d'attentes. Donc là, alors, ils avaient beaucoup d'attentes, mais ils ne se sont pas reportés sur Marine Le Pen. Et ils ont quand même été votés en majorité sur Emmanuel Macron. Donc il y a quelque chose qui est bizarre là. Enfin, ils n'ont pas été satisfaits, d'après ce que vous nous dites, de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Mais ils n'ont pas été sur la candidature de Marine Le Pen. Est-ce que le programme était adapté? Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit par rapport à cette tranche d'âge, en tous les cas à ces étudiants? Est-ce que chez vous, le programme était suffisamment adapté ou il manquait quand même quelque chose qui a fait et qui a fait la petite étincelle pour qu'ils votent chez vous? Oui, le programme a beaucoup séduit les jeunes, notamment la suppression de l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans. Donc j'entendais beaucoup de jeunes qui m'en parlaient, qui étaient satisfaits de cette mesure. Néanmoins, les jeunes ont été très absorbés par cette rediabolisation dans les médias et donc n'ont pas forcément porté attention à tout le programme de Marine Le Pen. Je rebondis sur l'aspect financier que vous évoquez. Depuis combien de temps vous êtes adhérente au Rassemblement national? Depuis l'année dernière. D'accord. Ça coûte cher pour une jeune d'adhérer au Front national? Combien ça coûte? Non, ça coûte 15 €. Pas plus? Non. Et il y a une réduction d'impôt. D'accord. Voilà. Bon, sur 15 En fait, €, ça ça va dépend pas de la aller bien tranche loin. d'âge. D'accord, ok. Je vais aller un petit peu plus loin. Moi, je vais ouvrir le débat sur les législatives, mais on y reviendra après. Vous allez entrer en campagne. Bertrand Giraud, le candidat sur la 3e circonscription pour les Républicains, nous expliquait que son parti finançait à hauteur de 5 000 € la campagne. Après, charge à lui de trouver le reste. Comment ça se passe au Rassemblement national? Alors moi, comme je suis jeune étudiante et que je n'ai pas de revenus, je vais faire un prêt auprès du parti du Rassemblement national. Donc, il ne vous aide pas financièrement? Directement? Directement? Non, c'est un prêt. D'accord. Un prêt de combien? De 5 000 € environ pour payer le kit de campagne, donc les affiches, les tracts. Voilà. Donc vous serez obligé de rembourser plus tard? Oui, mais par contre, j'aurai un remboursement de mes frais de campagne, de frais de déplacement, si je dépasse les 5%, évidemment. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le débat de l'entre-deux tours a desservi à Marine Le Pen? Non. Non, pas cette fois-ci, parce qu'en 2017, il y a eu une erreur de Marine Le Pen de se concentrer dans l'attaque d'Emmanuel Macron, et ça n'avait pas fonctionné. Or là, elle a été très calme, elle a eu le temps de dérouler son programme, donc je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur dans ce débat. Malgré tout, l'écart a augmenté entre les deux tours. À quoi vous attribuez ça? Par le fait que lors du débat, Emmanuel Macron est revenu sur des fake news ou des événements qui avaient déjà été débattus par le Rassemblement national auparavant. Donc j'ai trouvé qu'il faisait preuve de mauvaise foi et je pense que c'est ça qui... Un exemple de fake news? Par exemple, dire que M. Poutine est le banquier de Marine Le Pen, alors que M. Macron avait promis une banque de la démocratie avant son premier mandat, et finalement il ne l'a jamais mise en place. Donc finalement Marine Le Pen, qui n'avait pas réussi à obtenir de prêt d'une banque française, avait été obligée de se tourner vers une banque étrangère. Certes, alors je vais être un petit peu piquant par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous parliez du prêt que vous allez faire auprès du Rassemblement national. C'est de l'argent russe? Non. Non, vous en êtes sûr? Oui. D'accord. Très bien, on va enchaîner tout de suite sur le billet d'humeur d'Antoine Collin.
Bon, Mademoiselle Chauveau, encore une défaite pour le Real Marine cette année. Pas de chance, franchement, presque tout le monde y a cru, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais il y a quand même quelques points positifs dans cette présidentielle. Pour vous, les jeunes du Rassemblement National, le parti est peut-être bien le seul à résister, je dirais même plus à exister, voire même à se moderniser. Belle prouesse, franchement. Maintenant, la question, c'est quoi la suite ? Opération dédiabolisation réussie, on peut le dire. Plus de 13 millions de personnes ont voté pour le RN, quand même, soit 41,45% des suffrages. On est sur du bon rassemblement, on peut le dire aussi. Du coup, ça c'est fait. On passe à autre chose. Et est-ce qu'on ne changerait pas encore le nom du parti historique du Rassemblement National pour essayer de marquer le coup un peu une nouvelle fois ? Après tout, ça a bien marché la première fois. La deuxième, je suis sûr que ça peut faire aussi la différence. Et c'est l'occasion de montrer aux jeunes générations qu'elle en a sous le coude, notre Marinou. Par contre, va falloir trouver un nom qui claque pour convaincre tous ces jeunes. Je vous en ai proposé un au début de la chronique, le Real Marine. Simple, efficace et au moins, c'est un nom de vainqueur. Tu remplaces Benzema par Éric Zemmour à la pointe de l'attaque, Marion Maréchal dans les cages, et là, vous êtes infranchissable. Non, vous aimez pas trop ? Bon, pas assez français peut-être. Bon, j'avoue que c'est pas évident, mais j'en ai peut-être un autre. QLF, autrement dit que la France. Ah, là, je sens un petit engouement. Et puis au moins, c'est clair, l'Europe finito, comme dirait Manu. En plus, ça parle pas mal aux jeunes. QLF, c'est moderne, petite référence à la culture populaire et urbaine. Il y a de quoi surfer sur la vague du succès pendant un bon moment avec ce slogan. Même si c'est vrai que Marine Le Pen n'a pas l'air d'avoir besoin de moi pour assembler. Mais bon, je propose quand même. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen fait partie des candidats qui bénéficient de la plus grande communauté. Un ancrage qui remonte à longtemps, puisque le FN était le premier parti à ouvrir un site internet dans les années 10, pardon. Pas fou, Jean-Marine Le Pen. 2,8 millions d'abonnés sur Twitter pour Marine Le Pen, 1,7 sur Facebook et plus de 295 000 followers sur Instagram. C'est vraiment pas mal. C'est bien la preuve que Marine Le Pen intéresse les jeunes. Je dis ça parce que je n'ai jamais vu mon grand-père s'ouvrir un compte Insta pour l'instant, donc ça devrait être un bon indicateur normalement, même si au second tour, il faut rétablir une vérité. Parmi les jeunes qui ont voté, malgré un taux d'abstention d'environ 40%, une majorité s'est tournée vers Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, d'après les estimations d'Ipsos Soprasteria. Pour info d'ailleurs, une seule catégorie d'âge a majoritairement voté pour Marine Le Pen, les 50-59 ans, à 51%. Donc bon, on n'est quand même pas non plus sur de la première fraîcheur. Enfin bref, j'avais tout de même une petite question à vous poser pour conclure. Si votre candidate et votre parti font le pari de la jeunesse pour les prochaines échéances électorales, certains politiques s'étaient positionnés sur le droit de vote à 16 ans. Madame Le Pen était plutôt mitigée. Mais vous, qu'en pensez-vous à titre personnel ? Alors d'abord, je vous remercie d'avoir rappelé que nous avons eu 13 millions d'électeurs et que nous défendons d'abord les intérêts des Français. Et par rapport à votre question, donc... le droit de vote à 16 ans ? Moi, je suis plutôt contre le vote à 16 ans. Pourquoi ? Parce que justement, les jeunes ne sont pas suffisamment investis en politique et sont victimes des médias en fait, et de leur présentation des candidats plutôt que de se référer au vrai programme. Malgré tout, vous parlez du Nouvel Observateur tout à l'heure, je ne suis pas bien persuadé que ces jeunes-là lisent le Nouvel Obs. À mon avis, ils sont plus sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, qu'à lire le Nouvel Obs. Même sans les lire, c'est des unes qui ont été très médiatisées et qu'on retrouvait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous stigmatisez la presse ? Un certain type de presse ? En tout cas, la presse stigmatise Marine Le Pen. D'accord. Alors, vous disiez les jeunes ne sont pas suffisamment... peut-être éduqués aussi à prendre à bras-le-corps la politique d'aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour alors non pas intéresser les jeunes à la politique, mais les former à la politique ? Est-ce qu'il faut faire un petit peu comme l'heure civique dans les collèges ? Est-ce qu'il faut augmenter cette pédagogie autour des institutions, autour du fonctionnement de nos hommes et de nos femmes politiques ? Comment, voilà, est-ce qu'il faut partir de très loin, je dirais pas de la maternelle parce que ce serait peut-être un petit peu exagéré, pour qu'ils aient une conscience politique, les jeunes ? Parce qu'on a l'impression qu'il manque de ça par rapport aux autres générations, j'entends. Oui, bien sûr. C'est ce que proposait Marine Le Pen dans son programme, donc des enseignements civiques pour permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement des grandes institutions de la République et de comprendre l'importance du vote. Vous êtes consciente quand même que non seulement au débat de l'entre-deux tours, et pendant la campagne, on n'a quand même pas beaucoup parlé des jeunes, notamment des étudiants, ça a été un peu passé à la trappe. Vous en êtes consciente quand même, vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet ou pas ? Ça dépend des candidats, donc Marine Le Pen en parlait beaucoup, mais il est vrai que dans la campagne, on parlait surtout de sujets
moins important. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment attirer les jeunes vers la politique? Parce que le taux d'abstention est quand même énorme, 51%. Eh bien, les enseignements civiques et évidemment, dans les programmes, leur proposer des mesures qui sont vraiment adaptées à leurs besoins. Pour clôturer le débat sur les présidentielles, moi je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est la presse qui stigmatise Marine Le Pen. Ce sont vos propos. Est-ce que vous trouvez normal que Marine Le Pen interdise, lors de ses conférences de presse, l'accès à certains journalistes ou choisisse des journalistes? Emmanuel Macron l'a déjà fait. Non, mais je vous parle pour Marine Le Pen. Je dirais vous, que vous si vous êtes élu aux législatives, ce que je vous souhaite, est-ce que lors de vos points presse, vous inviterez toute la presse, vous ferez un choix en fonction de ce que nos confrères écrivent ou de nous-mêmes, ce que l'on pourra écrire ou relater? J'inviterai toute la presse, mais si une partie de la presse m'attaque à plusieurs reprises, par exemple, je pense que... Vous ne les inviterez plus? Il est possible que je ne les invite plus par la suite. D'accord. Vous trouvez la presse trop engagée politiquement, justement? Oui. Certains organes de presse? Oui. On a parlé de la presse nationale, mais est-ce que vous lisez la presse régionale? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez le même sentiment sur la presse régionale? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une différence entre la presse nationale, les chaînes d'infos en continu, et cette presse locale qui est forcément plus proche à la fois des politiques, mais aussi des habitants. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils font le même travail? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont les mêmes avis ou qu'ils écrivent les mêmes articles, ou c'est-à-dire que vous faites une globalité de la presse où vous dites non, effectivement, en local, c'est quand même un petit peu plus posé qu'en national? Oui, effectivement, dans la presse locale, je trouve que la neutralité est plus respectée. Vous êtes à Poitiers, vous lisez La Nouvelle République, Centre Presse? Vous regardez France 3, vous écoutez France Bleu? Oui, France 3. D'accord. Non, la presse papier, en fait, vous la lisez ou pas? Surtout pour la Charente-Maritime, donc le sud-ouest. D'accord. Ok. Parce que c'est vrai qu'en fait, on se disait que les jeunes se détournaient de la politique, mais ils se détournent aussi de la presse, et ils vont plus chercher des informations sur les réseaux sociaux, ce qui est un effet générationnel. Hein. Effectivement, il y a quelques années, il y a 10, 20 ans, 30 ans, on n'avait pas non plus ces réseaux sociaux, je le confirme. Aujourd'hui, forcément, les vecteurs d'information sont différents. Justement, à propos de faire véhiculer de l'information, il ne reste que 6 semaines pour faire campagne, 6 petites semaines, c'est très très court. Comment allez-vous orchestrer votre campagne? Est-ce que vous avez prévu de faire des réunions, j'imagine du tractage? Comment ça va s'organiser? Oui, bien sûr. Je vais réunir mon équipe de campagne et on va essayer de rencontrer un maximum d'électeurs d'abord, grâce au tractage, grâce au marché, collage d'affiches. Et ensuite, je vais essayer de rencontrer un maximum d'acteurs locaux, notamment des associations comme des associations qui soutiennent le patrimoine, l'écologie. Vous ne prévoyez pas de faire de réunion publique pour exposer votre programme? C'est pas prévu? Ce n'est pas encore prévu, mais j'accepterai toutes les invitations des médias comme vous, si jamais vous me réinvitez. Voilà. Vous accepteriez un débat avec d'autres candidats? Oui, bien sûr. Je pense D'accord. que c'est important pour les électeurs de bien avoir les différents points de vue des candidats. Vous parliez de votre équipe de campagne, vous pouvez nous la décrire un petit peu, le nombre de personnes, comment ça s'articule? Oui. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, sur La Rochelle. Oui. Et donc, beaucoup de personnes très mobilisées, motivées. Il y a combien de personnes derrière vous, votre noyau dur en fait? Il y a votre directeur de campagne qui est présent dans les studios, hein, je précise. Mais à part lui, il y a qui? Beaucoup de jeunes qui sont adhérents, mais qui... C'est déjà constitué tout ça? C'est prévu? C'est programmé? Vous Oui. savez que vous allez intervenir peut-être sur le marché de la Palisse. Pas un territoire très facile pour vous. Plutôt peut-être sur le marché central de La Rochelle, dans l'île de Ré. Comment ça va se passer tout ça? J'ai pas encore Vous n'avez pas planifié? de date précise, mais je vais essayer de faire le plus de marchés possible. J'aimerais notamment aller à la rencontre des électeurs de Hénande, qui est la commune de la circonscription qui nous a placé, qui a passé Marine Le Pen en tête au premier tour des élections présidentielles. Hénande, alors je vous rappelle que Hénande, c'est quand même un vieux fief du PRG. Hein. C'est vrai que là, ça a basculé Marine Le Pen, mais comme beaucoup de communes plus au Nice Atlantique que l'agglo-rochelaise. En tout cas, on espère... Vous allez aller rencontrer le maire d'Hénande, Didier Gesselin? Pourquoi pas? D'accord. Oui, c'était la question, effectivement. Est-ce que vous allez faire comme David Labiche, alors lui, il est sur la 2e circonscription, donc il ne vous fera pas concurrence en tous les cas. Mais lui, depuis plusieurs mois, il va à la rencontre des maires
de sa circonscription, enfin de sa peut-être future circonscription, ne brûlons pas les étapes. Est-ce que vous avez prévu un programme pour aller rencontrer les maires, je sais pas moi, le maire de La Rochelle ou surtout les maires de l'île de Ré? Je rappelle, l'île de Ré, c'est pas forcément un électorat qui s'est tourné en tous les cas vers Marine Le Pen au second tour. Donc il y a quand même, ça va être difficile. Est-ce que vous avez prévu d'aller voir ces maires ou pas? Oui, parmi les acteurs locaux que je souhaiterais rencontrer, évidemment, c'est important de rencontrer les élus avec qui je pourrais être amenée à travailler si jamais j'étais élue. Alors, vous allez rencontrer des maires qui ne sont pas au Rassemblement national, ça c'est clair. Quel message vous allez leur porter? Le message que le plus important est de défendre les intérêts des Rétais et des Rochelais. Et donc, malgré nos différences politiques, on doit pouvoir s'entendre pour travailler ensemble. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les intérêts de ces habitants, de ce territoire, ne sont pas bien défendus? Ça dépend évidemment des sujets, mais il y a pas mal de choses à encore améliorer. Quelques exemples. Par exemple, concernant les logements, concernant l'écologie, donc beaucoup de politiques qui sont menées sans forcément être menées dans l'intérêt vraiment des habitants. Vous allez à la rencontre des écologistes, justement? Oui, j'aimerais le faire. D'accord. Vous allez aller rencontrer Jean-Marc Soubeste, peut-être, qui est candidat vert contre vous? Pourquoi pas? Les Républicains ne présentent pas de candidat sur la première circonscription. Qu'est-ce que ça vous inspire? Par rapport à ce non-candidature. parti des Républicains, est-ce que pour vous, le Parti des Républicains est totalement et définitivement mort, un petit peu comme le PS? Je pense qu'en tout cas, il y a eu un échec cuisant à la présidentielle et également dans les élections précédentes. Donc effectivement, les Républicains n'avaient pas d'intérêt à présenter un candidat dans cette circonscription en tout cas. Est-ce que c'est bien pour la démocratie que des partis ne présentent pas un candidat? Est-ce que c'est bien pour l'équilibre démocratique de la France? Non, c'est dommage, mais ça résulte de la politique de remboursement de campagne. C'est également le fait que M. Emmanuel Macron avait promis une proportionnelle pour les élections législatives et finalement il ne l'a pas mise en place. Et au Rassemblement national, en tout cas, nous soutenons la proportionnelle et donc pour le prochain mandat, nous pourrons le mettre en place si on a suffisamment d'élus. Bruno Léal jette l'éponge pour les Républicains sur la première circonscription. C'est peut-être un électorat à aller gratter pour vous, ça? Comment vous allez vous y prendre? Pour qu'ils votent pour vous? C'est des gens de droite, votre parti est à droite, un peu plus à droite, ok. Comment est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous allez tenter d'aller chercher cet électorat ou pas? Oui, on se rejoint sur plusieurs points, donc je pense que c'est possible d'aller chercher cet électorat. Bruno Léal, je rappelle, qui est enseignant à l'université aussi, alors peut-être un contact à prendre, une rencontre? Oui, je vais essayer d'organiser ça. D'accord. Quel bilan vous faites des 5 années d'Olivier Falorni, l'actuel député? Est-ce que pour vous, il a fait le job pendant ces 5 ans? Eh bien, il a fait plusieurs bonnes choses, mais il y a certaines de ses positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, il a fait un grand rapport sur l'euthanasie, et au Rassemblement national, on est opposé à cela, parce que l'euthanasie, contrairement au suicide assisté, suppose l'intervention d'une tierce personne, donc d'un médecin qui doit tuer la personne qui le demande. Et donc on pense que ça a des mauvais effets sur le mental du médecin, et également ça l'oblige à manquer à son serment d'Hippocrate qui l'oblige à prendre soin des personnes dont il doit s'occuper et de ne pas provoquer de mort. Yannick, une question sur le programme, sur Oui. votre programme. Justement, vous êtes là pour parler de votre programme et on vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu, ce programme, sans faire référence à des grandes lignes nationales, mais vraiment en local? Vous parliez tout à l'heure de l'écologie notamment, alors peut-être avez-vous des choses à nous présenter? Alors d'abord, pour rappeler, un député, il doit défendre l'intérêt des personnes de sa circonscription, Oui. mais il doit s'intéresser aux questions nationales. Donc, Certes, mais le message que vous allez porter lors de votre campagne, je pense, ce n'est pas au niveau national, vous allez le porter en local. oui. Donc si vous n'arrivez pas à intéresser vos futurs électeurs avec du local, ça risque de ne pas matcher. Alors quelles sont vos grandes idées en local? Il s'agit d'adapter au territoire les grandes lignes du programme qu'on a défendu lors des présidentielles. Alors, si vous pouvez nous détailler un petit peu. Alors d'abord, pour la sécurité, qui est très importante Oui. pour nous, s'intéresser au pouvoir d'achat, le défendre. La sécurité, c'est-à-dire?
permettre de réduire le sentiment d'insécurité en aidant les forces de l'ordre. Alors on va prendre un exemple concret, on va prendre La Rochelle par exemple. Oui. Je pense qu'un de mes confrères y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour augmenter la sécurité, si j'entends bien, à La Rochelle ? Par exemple, il pourrait y avoir plus de vidéosurveillance. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Que nous soutenons parce D'accord. que ça permet vraiment de dissuader les criminels. Ouais. Une partie de la police municipale est armée. Vous allez aller au-delà. Alors là, on peut parler des autres communes de votre circonscription, hein, dont certaines, les polices municipales ne sont pas armées. Vous parliez des Nantes tout à l'heure, c'est le cas. Est-ce qu'il faut armer toutes les polices municipales ? Après tout, on pourrait très bien se dire, même dans le milieu rural, hein, la première circonscription, il y a quelques communes en milieu rural aussi, c'est pas que de l'urbain. Est-ce que là aussi, il faut entièrement les armer ? Je rappelle juste que, en fait, la police municipale est armée principalement la nuit à La Rochelle. Oui. Mais faut-il armer toutes les polices municipales de la première circonscription, pour être clair ? Oui, il faut les réarmer matériellement et aussi moralement, en leur donnant tout ce qu'il faut pour se défendre et pour avoir, par exemple, la présomption de légitime défense en cas d'attaque. Alors, on a vu pendant cette présidentielle que Marine Le Pen défendait beaucoup la police nationale et voulait renforcer effectivement les moyens. Est-ce que la police municipale, c'est pas une police parallèle ? Est-ce que c'est pas la police du maire pour vous ? En tout cas, on souhaitait établir une police municipale dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Donc, ce qui est déjà fait à La Rochelle. Mais police parallèle à la police nationale, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse du pouvoir ou des pouvoirs, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une police. Non, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des polices municipales qui travaillent en parallèle de la police nationale. Vous parliez de pouvoir d'achat dans votre programme tout à l'heure. On va se recentrer sur l'île de Ré. Il faut quand même avoir un certain pouvoir d'achat pour habiter l'île de Ré. Qu'est-ce que vous pensez faire à ce niveau-là, vous ? Le problème d'abord, c'est les logements, oui. Et également sur les énergies, donc le carburant. Si possible, on baissera les taxes de TVA non, mais ça, c'est au niveau national. De 20% à 5,5%. D'accord. Les logements, plus de logements sociaux ? Plus de logements sociaux. Avec un foncier qui est quand même très très cher hein, sur votre future circonscription, hein, que ce soit l'agglo rochelaise et encore plus l'île de Ré. Comment on peut faire pour construire du logement social à ce niveau-là ? D'abord, une grande problématique à La Rochelle, c'est le nombre d'étudiants qui est d'environ 16 000 et il manque beaucoup de logements étudiants. Donc on recréera des logements étudiants 100 000 au niveau national dans le quinquennat. À savoir que vous allez quand même vous heurter à des documents cadres, hein, des documents d'urbanisme. Hein. Le PLUI est voté à La Rochelle, il va rentrer en période de révision. Donc vous n'allez quand même pas pouvoir localement influer sur ces logements, enfin sur la construction de logements. Et moi je reviens à cette fameuse île de Ré. Comment vous pensez construire du logement social dans l'île de Ré ? Est-ce qu'il faut forcer en fait ? Est-ce qu'il faut forcer les... Est-ce qu'il faut faire de la préemption foncière ? Comment vous voyez l'affaire ? Oui, parce qu'il y a des réelles problématiques de logement. D'accord. On constate qu'il y a un réel manque, notamment du fait de la crise Covid qui a poussé les gens des métropoles, notamment de Paris, à venir près du littoral. Ce qui a fait flamber le prix de l'immobilier Exactement. Sur cette première circonscription, je le rappelle. Oui, et qui a causé une raréfaction des logements. Alors, il y a un autre phénomène aussi qui est important, c'est ces logements Airbnb. Hein, on en a comptabilisé, en tous les cas, à la fin de l'année 2021, 6 000 logements Airbnb sur la première circonscription. Est-ce qu'il faut légiférer un peu plus ? Et là, donc ça, c'est le rôle du député. Est-ce qu'il faut légiférer un petit peu plus là-dessus et empêcher ces logements Airbnb, en tous les cas les limiter fortement, pour justement redonner accès à ces logements à des gens qui en ont besoin, et notamment les étudiants ? Pour vous, il faut renforcer la législation, elle n'est pas suffisante ? Oui, il faut renforcer la législation parce que les Airbnb, c'est un système qui est très avantageux pour les propriétaires, mais qui a le problème de souvent proposer des locations saisonnières et donc qui n'aide pas les personnes qui vivent ou qui travaillent à La Rochelle à vraiment se loger de façon durable. Avant de passer la parole à Antoine qui va vous parler des problèmes des sans-domicile fixe à La Rochelle, moi je reviens sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure dans votre programme, l'écologie. Alors quelle est la part de l'écologie dans votre programme, et pas au niveau national, toujours pareil au niveau local, sur cette première circonscription ? C'est très important. C'est très prégnant. C'est très prégnant sur sur le département et encore plus sur cette agglomération. Ça fait pas l'unanimité. Donc on peut parler des éoliennes notamment. Donc vous, qu'est-ce que vous allez apporter dans votre programme local ?
Eh bien, en fait, pour nous, l'écologie, c'est plutôt une matière trans-thématique. Et donc, on s'intéresse surtout au fait d'encourager une économie plus locale. Du Et, circuit court, par exemple, peut-être? Exactement. D'accord. Voilà, en soutenant les agriculteurs. Et par rapport aux éoliennes, on s'oppose fermement à tout projet éolien. Je pense notamment au Terrestre projet, et offshore? oui. D'accord. Je pense notamment au projet qui était prévu au large de l'île de Léron. Oui. Parce que... Pardon, est-ce que vous souhaitez, comme Didier Quentin, donc là, le candidat historique, on va dire, de la troisième circonscription, je ne veux pas dire de bêtises, un moratoire là-dessus, c'est-à-dire on bloque ce projet et on voit plus tard s'il est opportun. Il y a aussi un autre projet au large de l'île de Ré. Hein. Bon, lui, il n'est pas encore lancé véritablement. Est-ce qu'il faut bloquer tous ces projets? Et si on bloque en fait les énergies renouvelables de côté éolien, comment fait-on pour être moins dépendant des énergies venant de l'extérieur? Pour moi, il ne faut même pas remettre à plus tard ces projets, il faut les bloquer définitivement. Notamment pour le projet au large de l'île de Léron, tous les acteurs locaux se sont opposés à ce projet. Je pense notamment aux pêcheurs qui avaient peur de ne plus pouvoir exercer leur activité. Et on sait que les éoliennes causent des problèmes pour la faune. Ça décime des populations, ou alors ça... Et ça a également des problèmes du fait des matériaux utilisés pour la construction des palmes, qui sont des matières non recyclables. Et ça pose aussi le problème du démantèlement des éoliennes une fois qu'elles arrivent en fin de vie. Et puis, de toute façon, les éoliennes sont ça ne permet pas de produire de l'énergie à temps plein, mais seulement 25% du temps. Donc, on préférerait plutôt investir dans le nucléaire. Emma Chauveau, il y a du bio dans votre programme? On soutiendra l'agriculture biologique. D'accord. Pourtant, vous êtes pareil sur une partie de territoire où c'est plutôt de la culture intensive. Hein, alors, comment vous allez vous y prendre? Comment changer cette agriculture Comment pousser les agriculteurs intensifs à se convertir au bio? En fait, elle est là la question. Il faut d'abord soutenir l'agriculture raisonnée pour les encourager à se Un diriger... passage en douceur, donc, en fait. Exactement. D'accord. Moi, je voulais vous poser aussi la question, qu'est-ce que vous pensez du projet du territoire zéro carbone? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez soutenir, que vous soutenez? Oui, évidemment, c'est une bonne initiative et on défend fortement l'écologie. Et donc, ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Mais néanmoins, le Rassemblement national s'oppose au fait que ces politiques écologiques coûtent en fait aux citoyens et perturbent la vie de certains usagers. Je pense notamment aux automobilistes à La Rochelle qui sont contraints de ne plus se rendre dans le centre-ville, qui est de plus en plus piétonnisé et dans lequel il y a de plus en plus de sens interdits, et qui se retrouvent finalement concentrés sur la rocade rochelaise, ce qui ne permet pas vraiment d'éliminer les émissions de CO2, mais seulement de les déplacer. Rien que pour ça, est-ce que vous croyez que c'est réalisable? Oui, mais il faut réfléchir à l'échelle locale sur des projets qui ne coûtent pas aux usagers. Bruno Hérald, récemment, le vice-président de l'agglomération rochelaise en charge de la mobilité, nous expliquait que la mise en place des ZFE, zones faibles émissions, je le rappelle, soumises aux vignettes critères, allait être mise en place, alors pas à La Rochelle, comme il l'avait dit précédemment, mais sur, on va dire, une grande Rochelle, c'est-à-dire La Rochelle et les communes qui sont mitoyennes. Hein. On peut parler de Nieul-sur-Mer, on peut parler d'Angoulins, de Lagore, votre circonscription, votre future circonscription. Ce qui veut dire que d'ici 2026-2027, les gens qui ont des voitures anciennes, hein, qui n'ont pas forcément de gros pouvoir d'achat, de changer leur véhicule, vont ne plus pouvoir rouler dans cette partie du territoire qui représente 150 000 habitants. Comment vous réagissez face à ça? Est-ce que ce sera un des dossiers que vous pourriez porter dans l'hémicycle, ça? Ça, typiquement, ça fait partie des mesures qui contraignent les usagers. Et donc, je pense qu'on doit d'abord se concentrer sur des mesures écologiques qui sont dans l'intérêt des usagers, comme permettre une meilleure isolation des logements en évitant les... Oui, mais il faut que les gens prennent leur voiture pour aller travailler. Comment oui. Une personne qui a une vieille voiture, ce qui n'a pas de pouvoir d'économique de la changer, comment il va faire en 2026-2027 pour se rendre au travail? Justement, il faut d'abord améliorer le pouvoir d'achat des citoyens avant de les contraindre de faire de nouvelles dépenses. Et je rebondis sur la question d'Antoine par rapport au territoire zéro carbone. Hein, c'est l'ambition de l'agglomération rochelaise à 2040. Ici, vous êtes en Onis-Atlantique. Là, on parle d'un territoire à énergie positive. Vous y croyez à tout ça, vous? Ça peut fonctionner ou c'est de la poudre aux yeux?
Pour moi, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Alors, quand on sait que, par exemple, sur la CDC au Nice Atlantique, là où nous sommes, majoritairement, les gens utilisent leur véhicule pour aller travailler sur La Rochelle, donc sur la première circonscription et sur la circonscription sur Niort, pardon. Comment fait-on pour ces gens, justement, qui viennent de la ruralité, qui travaillent dans le monde urbain, on va dire, dans ce monde urbain, comment fait-on, comment les aide-t-on à venir travailler? Parce qu'ils sont obligés de prendre leur véhicule. Est-ce que vous seriez pour le développement de plus de transports en commun? Alors non pas uniquement intramuros comme il se passe à La Rochelle, mais plus sur un territoire beaucoup plus vaste. Et comment on peut articuler ça tout en restant en zéro carbone à l'horizon 2040, si je ne me trompe pas, sur La Rochelle. Oui, il faut effectivement plus de transports en commun. Pour rester dans l'objectif zéro carbone, je pense à des villes européennes comme en Estonie, où les transports en commun fonctionnent grâce à une énergie hydrogène. Et c'est une énergie dans laquelle on compterait investir au Rassemblement national. Et ça, par exemple, ce serait une bonne idée pour La Rochelle. Et je pense également qu'il faudrait développer plus de parkings, parce que pour le moment, les parkings sont un vrai problème à La Rochelle. Donc vous avez au moins un point commun et qui vous rassemble avec Jean-François Fontaine, qui je rappelle est de centre-gauche. Donc c'est le territoire zéro carbone. Sur ce sujet-là, vous êtes raccord? Oui, je pense qu'il faut tendre vers cet objectif. Moi, je voulais vous parler d'un sujet, donc du coup, des sans domicile fixe à La Rochelle. Ils sont de plus en plus nombreux dans les rues depuis la crise sanitaire. Et ça pose problème à certains habitants, même à certains commerçants, des cris, des disputes, des bagarres, des vols. Quelle solution vous auriez à proposer pour régler ce problème? Juste, je vais vous donner un petit chiffre. Il y a une étude qui a été menée par la municipalité. Le chiffre a doublé, voire presque triplé depuis la crise sanitaire. Donc du coup, est-ce que vous avez des solutions pour ça? En tout cas, je suis d'accord avec ce constat. Et d'ailleurs, dans quelques quartiers de La Rochelle, on constate qu'il y a une certaine hostilité. Je l'ai vu notamment lors du passage du bus de campagne de Marine Le Pen, dans lequel on est allé dans le quartier de Mireuil, et on avait reçu des insultes. Et d'ailleurs, dans ce quartier-là, c'est le quartier de La Rochelle où on a eu le plus de votes en faveur de Marine Le Pen, au-delà de 40%, parce que justement, les habitants de ces quartiers se rendent compte des problèmes d'hostilité, d'insécurité et souhaitent que ça change. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider et peut-être délocaliser ces gens-là qui posent problème à certains commerçants et certains habitants? Il faut installer plus de vidéosurveillance et il faut également aider les forces de l'ordre dans leur travail. Alors moi, je vais vous parler d'un deuxième quartier, à Chauveau, Villeneuve-les-Salines. Il y a un sujet récurrent qui ressort à chaque élection locale, ici à La Rochelle, que ce soit pour les élections municipales ou les législatives, c'est la construction de la deuxième mosquée. Alors, on pourrait prendre ça comme un caillou dans la godasse des élus. Quand ils sont en campagne, ils portent tous ce projet. Je rappelle que Olivier Falorni a soutenu ce projet de deuxième mosquée. Ça peine à voir le jour. Quelle est votre position, vous, là-dessus? Je rappelle qu'il y a une mosquée qui existe à Mireuil pour le moment. Je ne suis pas parfaitement renseignée sur ce sujet-là, donc je préférerais me renseigner d'abord et je reviendrai vers vous sur cette question. Vous nous apporterez la réponse. Voilà. On va parler de l'université. Alors ça, normalement, c'est votre créneau. Logiquement, oui. On est en plein dedans. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette université de La Rochelle? Est-ce qu'il faudrait l'améliorer? Alors, c'est une université qui avait été mise en place en concurrence de Poitiers, justement, par l'ancien maire et feu le maire Michel Crépeau. Tout est parti de lui pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes à La Rochelle, puisque à cette époque-là, c'était véritablement une ville retraite, on va l'appeler comme ça. Grâce à l'essor de cette université, il y a de plus en plus d'étudiants, mais on dit que cette université vieillit mal. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour en améliorer le fonctionnement? Effectivement, cette politique a fonctionné parce qu'il y a plus 30% d'étudiants en 10 ans à La Rochelle. Mais le problème, c'est que justement, il y a d'abord des problèmes de logement du fait de ce nombre d'étudiants. Et puis, dans l'université même, j'ai discuté avec des étudiants rochelais, donc notamment en fac d'histoire ou en fac d'ingénierie mécanique, qui m'ont parlé de plusieurs problèmes. Pour eux, par exemple,
le manquement à la réserve des professeurs sur leurs opinions politiques, par exemple, mais également un problème plus structurel, le fait que les étudiants en première année sont découragés en fait, de poursuivre leurs études du fait de très mauvaises notes qui sont attribuées par les professeurs pour respecter des quotas d'étudiants qui peuvent aller en deuxième année. Et ça, c'est le résultat d'une politique nationale qui permet à beaucoup d'étudiants d'avoir le baccalauréat et les encourager à aller dans des filières, aller dans des universités plutôt que d'aller dans des filières professionnelles, pour ensuite leur faire perdre une année en quelque sorte, parce que pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas entrer sur le marché du travail et ils font des dépenses pour leurs frais de scolarité, des frais de logement et de transport. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire une refonte du système scolaire et d'encourager les filières professionnelles pour permettre à plus de jeunes d'y accéder. Une université qui vieillit mal, comme le rappelait Ludovic, moi je vais vous parler d'une autre structure qui vieillit très mal, c'est la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui sera sur votre territoire. Olivier Falorni y s'est rendu à plusieurs reprises. Il avait été à l'origine du démantèlement des casinos, hein, ces baraquements où il y avait des islamistes radicalisés qui s'y réunissaient. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette prison, Emma Chauveau, si vous êtes élu? Est-ce qu'il faut la fermer? Est-ce qu'il faut en ouvrir une autre, en construire une nouvelle? Je rappelle que la prison de Saint-Martin-de-Ré, c'est une prison pour de très longues peines, hein, oui, bien sûr. à partir de 10 Même ans. pour C'est comme les maisons d'arrêt. plusieurs cas de terrorisme. Et que chaque prisonnier a une cellule individuelle. Hein. Et il y a un certain nombre de détenus radicalisés, ça aussi. Alors ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de cette prison qui n'est pas surchargée? Est-ce qu'il faut la fermer puisqu'elle est vieille? Est-ce qu'il faut en reconstruire une autre? Il faut la maintenir parce qu'en France, on manque cruellement de places en prison. Ce qui pousse d'ailleurs les juges à rendre des décisions qui ne vont pas dans le sens d'une incarcération. Or, ça ne permet pas de dissuader les criminels. C'est-à-dire que vous, je rappelle qu'une peine jusqu'à 1 an de prison est aménageable. Est-ce qu'à partir du moment où on est condamné à de la prison ferme, ne serait-ce qu'1 mois, il faut que cette peine soit mise à exécution et que la personne, le prévenu, soit mis en prison? Oui, d'ailleurs, au Rassemblement national, on est plutôt pour le fait d'encourager les courtes peines. Mais avec incarcération. Avec incarcération. Donc il va falloir reconstruire des prisons. Ce qui manque 15 000 places, hein, si Tout si à je ne me fait. trompe pas. Alors, oui, et ce qu'on propose également, c'est que les criminels étrangers qui ne sont pas de nationalité française soient obligés de retourner dans leur pays pour éviter de prendre les places dans les prisons françaises. malgré tout, ce n'est pas une décision judiciaire. Hein. C'est une décision de l'État, du préfet. Même si un juge en collégial ou en juge unique prononce une obligation de quitter le territoire français, c'est le préfet derrière qui doit l'appliquer. Bien sûr, et ça doit être fait. D'accord. Est-ce Une dernière question sur les prisons, si je peux me permettre, Emma Chauveau. En juin, vous êtes élu député. Est-ce que vous allez aller frapper à la porte de la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré, hein, comme c'est dans les prérogatives de tout élu parlementaire, sénateur ou député? Il n'a pas besoin de prévenir de sa visite. Est-ce qu'à l'improviste, vous allez aller débouler à la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré? Je pense en tout cas que c'est important de rencontrer le personnel pénitentiaire qui est victime qui a un travail difficile et qui a été impliqué dans de nombreuses histoires récemment. Et on doit également leur redonner des moyens, comme aux forces de l'ordre. Alors, dans le budget de la justice, c'est important, vous n'êtes pas sans le savoir, la majorité du budget de la justice va à la pénitentiaire. Hein. Donc vous augmentez encore ce budget. On réduit des frais en expulsant les délinquants étrangers. Les prisonniers qui sont incarcérés. Voilà. Donc vous les reconduisez à la frontière. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes pour? Alors Emmanuel Macron a augmenté de 8%, le budget, ça s'était jamais fait depuis des décennies. Hein. Est-ce que vous êtes pour continuer à augmenter ce budget et que ce budget aille un peu plus à la justice, comme l'a rappelé Yannick, il va principalement à la pénitentiaire? Est-ce que vous seriez prêt à voter une loi qui permettrait d'augmenter, alors là, la part pour les parquets et autres tribunaux? Oui, bien sûr. Et il faut également plus de magistrats. Donc il faut embaucher. Voilà. Plus de fonctionnaires. Oui. Vous avez suivi, vous dites plus de magistrats, moi ça me permet de rebondir, vous avez suivi cette journée du 15 décembre dernier, la journée justice morte en France, hein. C'est une première. Tous les magistrats sont descendus dans la rue suite au suicide d'une de leurs collègues en juillet dernier, donc une magistrate placée à Béthune. Est-ce que vous avez suivi ce mouvement? Et ça a été relayé notamment à la cour d'appel de Poitiers, hein. Des magistrats de La Rochelle avaient fait le déplacement.
Ça fait l'état du fait que les magistrats, comme les forces de l'ordre, ne sont pas suffisamment soutenus dans leur travail et qu'il faut leur donner plus de moyens, justement. Plus de moyens financiers, plus de moyens humains, plus de moyens logistiques aussi peut-être. Il pointe du doigt une carence de logiciels, par exemple. Oui, c'est important de développer l'aspect numérique de la fonction. D'accord. On va passer tout de suite au pour ou contre. Je rappelle le principe du pour ou contre, il est très simple, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre, mais comme on n'est pas méchant au MAG, si vous voulez revenir à la fin du pour ou contre sur un sujet et le développer, bien évidemment, vous pouvez le faire. Pour ou contre la gratuité totale du pont de l'Île Dorée? Pour, parce que ça permet justement aux usagers de se déplacer plus librement. Et sans que ça leur coûte trop cher. Voilà, sans que ça affecte leur pouvoir d'achat. Pour ou contre une aide plus conséquente pour l'achat de véhicules électriques? Pour. Donc il faut développer le véhicule électrique. On n'a pas parlé d'ailleurs du nucléaire, on aurait pu l'évoquer, peut-être qu'on y reviendra un petit peu après. Emma Chauveau, pour ou contre l'accueil de plus de réfugiés ukrainiens en Charente-Maritime et peut-être sur votre future circonscription? Je rappelle que vous parliez des Nantes tout à l'heure, 4 familles viennent d'être accueillies. Dès lors que c'est possible économiquement et que ça ne fait pas pâtir les habitants de La Rochelle et l'île de Ré, oui, Vous êtes bien pour. sûr. D'accord. Pour ou contre la construction d'une nouvelle prison en Charente-Maritime? Oui, si c'est nécessaire. Et de toute façon, au niveau national, on voit que c'est nécessaire, qu'on manque de place en prison. Vous la construiriez où, par exemple? Vous avez étudié un petit peu, vous avez regardé, vous avez révisé votre géographie? Je ne sais pas encore où, mais c'est faisable. Pour ou contre la prise en compte du vote blanc lors des élections? Contre. Pour ou contre un quinquennat ou un septennat unique pour les députés? Pour. Imaginons, vous êtes élu, toujours pareil, au mois de juin, vous allez prendre vos dossiers à bras-le-corps. Lequel, le premier, vous allez porter dans l'hémicycle? Qui concerne votre territoire, qui ne concerne pas le niveau national. Est-ce que vous y avez pensé à ça? Tout ce qui concerne le pouvoir d'achat des Rochelais, en tout cas. D'accord. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez mettre dans ce... Je rappelle, les députés écrivent des lois. Vous allez avoir une équipe d'attachés parlementaires. Quelle piste vous allez mettre dedans? Qu'est-ce que vous allez écrire? On essaiera de faire un maximum de propositions ou même de projets de loi qui vont dans l'intérêt des Rochelais. Et des Rétais. Et des Rétais, évidemment, en baissant les taxes. Qui ont plus de pouvoir d'achat, Voilà. j'insiste. Justement, continuons dans au Parlement. Dans quelle commission siégeriez-vous? Vous savez que chaque député a le droit de siéger dans une seule commission. Laquelle, pour vous, est la plus importante? Si j'ai l'occasion de choisir, j'aimerais être dans la commission permanente des lois et sinon dans la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Quand vous dites « si j'ai l'occasion de choisir », c'est-à-dire que en fait, c'est le Rassemblement national qui dit aux députés qui sont élus voilà, tu vas aller siéger dans telle commission, ou alors le député a son libre arbitre? Le député a le libre arbitre, mais les commissions permanentes sont très prisées, notamment celle des lois, donc il est possible que je ne puisse pas y accéder. Peut-être un choix, peut-être en rapport avec vos études? Oui, bien sûr. Je l'évoquais tout à l'heure, on parlait d'énergie et de cette production d'énergie qui semble faire défaut en tous les cas en France, vu la dépendance que l'on a avec les pays étrangers. Est-ce que vous êtes, comme Emmanuel Macron, désireuse de multiplier le nombre de centrales nucléaires en France, ou c'est une mauvaise idée? Il faut le faire, oui, bien sûr. C'est ce que Marine Le Pen a toujours défendu et je suis d'accord avec ça. Donc éventuellement, vous seriez pour une centrale nucléaire en Charente-Maritime? Alors on a Blaye, mais elle n'est pas en Charente-Maritime, même si elle est très très près de nous. Est-ce qu'il faudrait, parce qu'il va bien falloir trouver des endroits pour les construire, ces centrales, même si elles sont plus petites, d'après ce que veut faire Emmanuel Macron. Il faudra quand même trouver des endroits, et on sait déjà qu'avec des éoliennes, ça pose problème. Alors avec une centrale nucléaire, vous n'avez pas peur que la population des territoires dise « non, moi j'en veux pas chez moi ». Je pense que le territoire de la première circonscription, en tout cas, n'est pas adapté pour ça. Mais évidemment, il faut investir dans le nucléaire qui est une énergie efficace, qui permet de produire beaucoup et justement d'éviter de dépendre de groupes étrangers ou d'autres énergies moins efficaces et plus polluantes. Mais
quand vous parlez d'investissement, est-ce que c'est pour restaurer les centrales qui sont vieillissantes, très vieillissantes d'ailleurs, ou c'est justement pour recréer de nouvelles centrales? Vous vous positionnez de quel côté? Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut voir ce qui est le plus Ça coûte intéressant. cher quand même une centrale nucléaire à Voilà, il construire. faut voir ce qui est le plus intéressant économiquement. Voilà, donc je pense que d'abord restaurer celles qui sont les plus vieillissantes. Malgré tout, une certaine dose de paradoxe, si je peux me permettre, Emma Chauveau. D'un côté, vous dites oui, il faut faire des centrales nucléaires. Pourquoi pas une en Charente-Maritime, à la limite? Alors on l'a bien compris, pas sur votre circonscription. Hein. Disons qu'on voit mal une centrale nucléaire en plein milieu de l'île dorée. Ça ferait tâche. C'est une circonscription assez petite. Ouais, c'est clair. Mais pourtant, vous parlez de beaucoup d'écologie. Est-ce que en fait le nucléaire n'est pas va bien avec l'écologie? C'est pas antinomique tout ça? En fait, le nucléaire est plus écologique que l'éolienne, par exemple. D'accord. Parce que c'est une énergie efficace et qui... Pourtant, sur votre futur territoire, on parle beaucoup d'éoliennes, on parle de solaire, on parle de méthanisation. Vous êtes En tout cas, intéressé c'est- aussi à ces procédés-là? En tout cas, au Rassemblement national, on défend donc le nucléaire et l'énergie hydrogène, D'accord. qui sont des Mais avec une énergies certaine d'avenir, dose d'écologie quand même, alors. Bien sûr, parce que le but est à la fois économique et écologique. Parce que les éoliennes nécessitent un démantèlement compliqué avec des palmes qui sont fabriquées avec des matières non recyclables et qui permettent de produire de l'énergie seulement 25% du temps. Donc, puisqu'elles ont besoin d'être complétées par d'autres moyens de production, autant directement investir dans ces autres moyens de production. Quel que soit le résultat au mois de juin, Emma Chauveau, imaginons que vous perdiez ces élections, vous rentrez en politique, est-ce que vous allez aller assister à des conseils communautaires à l'agglomération de La Rochelle, par exemple, ou des conseils municipaux, ou des conseils communautaires dans l'île de Ré? Je continuerai à m'investir en politique Localement, je parle. dans mes circonscriptions, D'accord, pour le Rassemblement national. pour le Rassemblement national. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission et comme je vous l'avais dit au départ, vous avez 2 minutes, 2 minutes sur un sujet que vous auriez envie de développer parce qu'on ne l'a pas évoqué ou sur un sujet sur lequel vous auriez envie de revenir parce qu'on a été un petit peu court. Voilà, la parole est à vous. Vous avez carte blanche pendant 2 minutes. Merci. D'abord, j'aimerais rappeler que élire un député du Rassemblement national, c'est élire un député qui a le courage d'appliquer les promesses grâce auxquelles il a été élu. Et surtout, c'est élire un député qui défendra d'abord les intérêts des personnes de sa circonscription et des Français en général, plutôt que d'autres députés plutôt que d'autres élus de façon générale qui défendent d'abord leurs propres intérêts et les intérêts de groupes étrangers. Et j'aimerais aussi revenir sur un problème local qui m'a choquée, qui concerne la statue de la Vierge à Les Flottes-en-Ré. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une association d'extrême gauche qui s'appelle La Libre Pensée a dénoncé le maintien d'une statue à Les Flottes-en-Ré, qui est une statue historique pour cette commune. Et le tribunal administratif de Poitiers a donné raison à cette association au nom du principe de laïcité, dont ils n'ont visiblement pas compris la définition, et donc a demandé le démantèlement de cette statue, ce qui a provoqué de vives réactions d'abord du conseil municipal, qui a interjeté appel contre la décision, mais également des habitants évidemment, et de plus de 40 000 personnes de toute la France qui ont signé une pétition en encourageant le maintien de cette statue. Et je voulais rappeler qu'avec un élu, un député du Rassemblement national, ce genre d'attaque au patrimoine de nos villes n'arrivera plus. Vous avez signé cette pétition? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, juste une petite dernière question. Donc, si vous êtes élu député, fini les études alors. Comment vous allez marier les deux? Parce que ça va être difficile très à concilier. difficile. Oui. Vu les emplois du temps des députés, les allers-retours entre la circonscription et Paris, comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous avez déjà imaginé un petit peu comment vous allez vous organiser dans les mois à venir après le fameux 19 juin? Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilités pour étudier à distance, mais dans le cas où ce ne serait pas possible, évidemment, je me concentrerai d'abord sur mon mandat et sur les habitants qui m'ont fait confiance. Une toute petite dernière question, et j'en aurai fini me concernant. Si vous êtes au second tour, Emma Chauveau, est-ce qu'entre les deux tours, vous accepteriez de venir débattre avec la personne qui se retrouvera face à vous? Bien sûr. D'accord, merci.
Très bien, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Emma Chauveau, d'avoir répondu pour la première fois à une émission comme la nôtre. Merci beaucoup d'être venu. Merci, messieurs. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que la semaine prochaine, nous accueillerons à votre place. Alors là, on parle sur l'autre spectre de l'hémicycle, on va dire. De l'autre côté, on parle en union populaire, comme se baptise le mouvement LFI, avec Nordine Raymond, donc, qui est le candidat sur la seconde circonscription de Charente-Maritime, et donc qui brigue bien évidemment la place j'ai oublié son nom, je suis désolé, de la députée actuelle. Frédérique Tufnel. Merci Yannick, heureusement que vous êtes là. Merci à vous et portez-vous bien, puis n'hésitez pas à commenter cette émission sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.